bonjour à toutes et tous. Donc pour celles et ceux qui ont vu notre petite introduction à ce propos, en fait, donc on parle de fin du monde et de fin du mois. Alors ça paraît a priori bizarre, on se demande si c'est pas juste pour qu'on fasse un jeu de mots, mais en fait ça l'est pas. Et notamment, on peut rallier les questions de l'urgence écologique et de l'urgence sociale. D'abord, parce que c'est notre gouvernement qui le fait, et aussi ce que nous impose l'Union européenne à travers deux mots depuis quelques années, on va dire, c'est austérité et sobriété. Et en fait, donc ces deux mots qu'utilisent souvent la gouvernance de l'Union européenne et notre gouvernement, ça voudrait dire qu'il faut se serrer la ceinture pour payer nos dettes. Et il faudrait être sobre et notamment, par exemple, se chauffer avec gros pulls et moufles et pas avec du chauffage pour sauver notre planète. Alors effectivement, notre planète, c'est la même à tout le monde, riche et pauvre. Mais ce qui relie les deux problèmes, donc c'est pas seulement ce que le gouvernement et l'Union européenne veulent en faire, c'est que ce qui relie ces deux problèmes, c'est qu'on vit dans un système économique de marché et qui est capitaliste. Et ce système, il a toujours les mêmes solutions, c'est-à-dire de faire payer aux pauvres pour que le système se perpétue. Et pour sauver quoi? Parce que sauver la planète, ok, on est tous d'accord, sauf s'il y a des climato-sceptiques parmi vous, on en reparlera. Sinon, on est tous d'accord. L'environnement, c'est un vrai désastre. Mais sauver la planète, pour sauver quoi? Pour sauver leur système, qui est un système injuste et inégalitaire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de montrer que toutes les solutions que propose l'économie de marché et le capitalisme aux problèmes posés par l'impact humain sur l'environnement, c'est à chaque fois des solutions qui n'en sont pas, en fait, qui servent à rien. Le premier des problèmes qui est évoqué par le GIEC, qui est loin d'être une organisation révolutionnaire. C'est donc un groupe intergouvernemental d'experts qui ont pour but d'analyser et de rendre un rapport annuel sur ce qui se passe dans le monde en termes de changement climatique, et donc ils mesurent l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Alors c'est de plus en plus catastrophique. Je vous passe un peu les détails, mais en termes de réchauffement climatique, on est tellement loin que maintenant, ben voilà, il y a des impacts, y compris il y a des impacts sur l'humain lui-même, parce qu'au début on disait, ouais, quelques insectes qui meurent dans la forêt amazonienne, ok, c'est pas grave. Oui, mais sauf que là maintenant, il y a des millions, l'habitat humain est mis en danger. Il y a des inondations chaque année, les épisodes climatiques intenses et violents comme les inondations, les incendies augmentent chaque année, conduisant à des déplacements de groupes de population très importants. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne concerne pas seulement les pays les plus pauvres, puisque j'ai été assez époustouflée d'entendre un camarade américain venu récemment qui nous a dit qu'il y a 2 ans, ils estimaient à 3 millions le nombre de déplacés aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, à cause des problèmes engendrés par le dérèglement climatique. Donc, on parle quand même de choses... Alors, première action, réduire les gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement de la planète. Réduire les gaz à effet de serre, pourquoi pas? Sauf que les premières solutions qu'ils nous ont inventées, c'est les pollueurs-payeurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'arrêtes pas de polluer, tu achètes un droit à polluer. Alors l'Union européenne a produit des lois qui sont un peu plus restrictives, mais les pays européens se sont largement, ont largement diminué les effets de ces lois. Et notamment, par exemple, récemment, l'Angleterre avait accordé avait ouvert de nouveaux droits pour exploiter des plateformes pétrolières
dans la mer autour de la Grande-Bretagne. Tout ça en disant, oui, mais on les aide un peu, on leur autorise à exploiter encore du pétrole pour pouvoir mieux s'arrêter dans 10 ou 20 ans. Sauf que l'urgence climatique, elle est là, elle n'est pas... voilà. Donc sur les gaz à effet de serre, donc ils ont produit ce genre d'effet. Ensuite, il y a Ensuite, il y a la gestion des déchets. Alors, l'activité humaine, la surproduction et la surconsommation qui va avec, a produit un grand nombre de déchets. Quand je dis un grand nombre de déchets, depuis 2017, on a déjà multiplié par 2 le nombre de déchets qu'on produisait à l'échelle mondiale. Donc, c'est pas anodin, loin de là. Et alors, on nous culpabilise encore. Ah oui, tu trieras tes déchets. Si tu ne tries pas tes déchets, tu vas avoir des amendes. Dans les pays riches, on a mis ça en place. Ok, on revalorise certains déchets. Le problème, c'est que ça n'empêche pas. C'est comme une rustine sur un pneu qui est complètement déchiré, quoi. Parce qu'en fait, le problème, il vient de la production. C'est cette production, on nous l'impose. Et en plus, cette production, elle n'a même pas pour but de couvrir des besoins humains, parce qu'elle aurait pour but de nourrir tout le monde sur la planète et que tout le monde soit, tout le monde soit en bonne santé et tout le monde ait un habitat correct. Bon, on assumerait qu'il faut gérer les déchets qui vont avec, mais là, ce n'est pas le cas. 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim tous les jours et 1 milliard de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc voilà, ça ne couvre pas ces besoins. Par contre, dans les pays riches ou dans les classes moyennes dans les autres pays, on nous impose un mode de consommation. Alors, l'obsolescence programmée, première chose, c'est-à-dire qu'on produit Maintenant, vous achetez une machine à laver, elle vit 3 ans, avant elle vivait 40 ans. Voilà, l'obsolescence programmée. La course à la technologie. Moi, j'ai dû changer de portable tout simplement parce que maintenant, pour payer son ticket de bus à Montpellier, il faut télécharger une application. Sauf que j'avais déjà un smartphone, hein, mais sauf qu'il avait 5 ans et il n'avait pas assez de mémoire pour télécharger toutes les applis qu'on nous demande simplement pour des gestes du quotidien. Et en plus, ça crée des fractures dans la population, de gens qui ne peuvent pas se payer ce genre de choses. La génération aussi, ça isole. Ça isole aussi, effectivement. Donc ça, la course à la technologie et donc l'obsolescence programmée, et aussi, évidemment, tout ce qui est message publicitaire ou alors vente de produits qui ne servent à rien, on crée des besoins en permanence. Voilà, donc malgré les efforts qu'on pourrait faire pour trier les déchets, le problème c'est la production à la base. Pendant qu'on nous dit il faut trier vos déchets plastiques, une usine comme les usines de Coca-Cola font sortir une bouteille en plastique toutes les 4 secondes pour nous vendre tout type de boissons, y compris l'eau du robinet. Alors je ne sais pas si c'est vrai en Europe, mais aux États-Unis, il y a des villes où il y a des usines où ils mettent l'eau du robinet en bouteille, et ils la vendent. Donc c'est quand même, on est rentré dans un monde qui paraît complètement fou. Et alors, dernier point que je voulais évoquer, c'est l'exploitation des ressources, et en particulier sur la question agricole, mais pas seulement. Donc, le système capitaliste conduit à produire plus et produire des produits en dépit du bon sens. Alors, ouais, il y a un peu des alternatives. Alors, on dit, il y a de l'énergie renouvelable ou de l'énergie verte. Ça n'existe pas, hein, l'énergie verte. Le mieux, c'est l'économie d'énergie. Parce que tout ce qu'on utilise comme énergie, tout ce qu'on n'utilise pas, c'est ça qui peut épargner la planète. Le reste, ce n'est que de la consommation. Et en plus, ça reste de la consommation individuelle. Si on prend par exemple les voitures électriques. Voiture électrique, génial, tu n'utilises plus de pétrole, tu n'utilises plus d'essence, très bien. Sauf que la production de voitures, ça reste une production d'un bien de consommation qui est individuel. Ça n'entraîne pas de réflexion sur comment on pourrait vivre autrement pour avoir des transports collectifs, non polluants
et aussi avoir des villes dans lesquelles on ne fait pas 2 heures pour aller travailler. On pourrait aussi, voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'on essaie de défendre, c'est que c'est pas des petites mesurettes qui vont dire on décale de 10 cm le curseur. Non, c'est le curseur, il faut vraiment le renverser. Parce que de toute manière, l'urgence écologique, elle est là. Voilà. Donc voilà, l'exploitation des ressources, j'avais trouvé par exemple sur la question du fast. Alors il y a le fast-food, tout le monde connaît, et il y a un reportage très intéressant sur Arte là, qui parle de Ikea, Seigneur des Forêts. C'est terrifiant. Et ça, ils appellent ça le fast furniture, c'est-à-dire des meubles rapides. Rapides, c'est-à-dire qui se détériorent rapidement, qui sont à la mode ou qui ne sont plus à la mode, alors il faut en racheter d'autres. De toute manière, ils ne vivent pas vieux comme... Enfin, on a tous des fois des meubles de grand-mère ou un truc qu'on a trouvé dans une brocante qui est là depuis 2 siècles. Ikea, au bout de 10 ans, tes meubles, tu fais 2 déménagements, ils sont morts, quoi, voilà. Ikea consomme coupe un arbre toutes les 2 minutes dans les forêts européennes et utilise les moins 10 ans des pays qui ont du mal à surveiller et à respecter certaines réglementations pour protéger leurs forêts pour acheter des terres dans ces pays-là et faire absolument ce qu'ils veulent dans ces forêts. Donc, surexploitation des ressources. Et donc, j'y viens en particulier dans le monde agricole, c'est quand même criant, la surproduction et la consommation de ressources sans aucune protection de l'environnement, parce que l'intérêt, c'est d'abord le business. Et on l'a vu récemment, les agriculteurs sont entrés en lutte contre l'Union européenne dans plein de pays, hein, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Mais quels agriculteurs? Les agriculteurs qui sont entrés en lutte, c'est ceux qui réclament un salaire, qui réclament de vivre de leur travail, mais parce que ce sont les petits agriculteurs. On voit apparaître vraiment clairement une dichotomie, c'est une séparation de classes entre ceux qui veulent faire du business, qui veulent continuer à exporter leur production, parce que de toute manière, ils produisent trop pour écouler leur production dans leur pays ou le marché local. Et les petits paysans qui, eux, aspirent à produire de qualité, mais à vivre décemment de leur travail, ce qui est logique. Donc, sur cette question-là, je peux citer en termes de... On les a accusés de refuser les mesures que voulait faire l'Union européenne pour empêcher l'utilisation de pesticides. Mais en fait, c'est pas tellement ça le problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on régule le marché pour que les pays les moins disants en termes de protection de l'environnement et qui donc inondent les marchés de fruits et de légumes produits à pas cher. Mais par contre, il y a les coûts de transport. Hein. On me rend compte que des fois, sur le marché à Hanoï, les poires elles viennent d'Argentine, elles sont moins chères que les poires qui viennent de Provence. Parce que les coûts de production sont tellement plus bas que même le transport ne change pas ça. Donc forcément, hein, les gens qui n'ont pas d'argent, ils vont acheter là. Donc, par exemple, un syndicat comme la Confédération paysanne réclame que ça se passe différemment et qu'on les protège pour pouvoir continuer à produire de qualité. Mais nous, c'est ce monde-là qu'on veut mettre en avant. Et on se rend compte avec le monde de l'agriculture que l'urgence écologique, elle rejoint aussi l'urgence sociale. C'est donc que je passe la parole à Juliette.